Chers collègues, bonjour. Mon nom c'est Maria Clovache de Chevilly et j'ai le plaisir de vous accueillir au nom du syndicat Renouveau Démocratie à la conférence consacrée à la crise sanitaire causée par le coronavirus avec notre invité spécial, Monsieur Yves Copiters, médecin épidémiologiste, professeur de la santé publique à l'ULB, également directeur du Centre de recherche épidémiologie et biostatistique de cette école. Je tiens à remercier spécialement M. Copiters d'avoir accepté notre invitation malgré son emploi de temps qui est, comme on peut imaginer, très, très chargé. Et je vous rappelle, chers collègues, que cette conférence est enregistrée et que je vous remercie d'en tenir compte au cas où vous ne voudriez pas apparaître avec vos visages ou vos noms. Et je répète encore une fois que si vous souhaitez poser une question, comme a dit notre assistance technique, donc Béatrice, vous pouvez poser les questions sur le question-réponse et pas dans le chat, que nous allons prendre ensuite pour transmettre à M. Copiters dans l'espace qui est consacré à questions-réponses. Avant de commencer notre discussion, M. Copiters, permettez-moi de vous présenter notre public. Donc, vous êtes déjà présenté, vous êtes une personne très médiatique, connue pour beaucoup d'entre nous, mais c'est pour la première fois que vous vous trouvez ici face à des fonctionnaires européens, donc agents statutaires de la fonction publique européenne. Et je tiens à vous préciser que nous sommes donc les résidents belges, il y a aussi des Belges qui travaillent pour les institutions, et nous sommes soumis aux règles ou toutes les mesures qui ont été mises en place en Belgique, et nous sommes aussi donc en contact avec les médecins, le monde médical belge, d'autant plus que nous ne pouvons pas nous déplacer facilement. Donc, nos collègues consultent les médecins donc généralistes et spécialistes en Belgique. En ce qui concerne la vaccination, donc nos familles, les collègues qui sont déjà à la retraite, donc ils vont être vaccinés par les centres de vaccination belges, alors que nous, on va être vaccinés par notre centre de service médical, mais qui sera approvisionné par l'État belge. Donc, nous dépendons du calendrier de la vaccination en Belgique. C'est une des questions que nous aimerions vous poser, que moi j'aimerais vous poser au nom de mes collègues. Mais avant de s'occuper de cette question en particulier, j'aimerais, Monsieur Copiters, vous demander comment vous allez aujourd'hui, après l'annoncement hier de comité de concertation qui a annoncé de nouveau endurcissement de mesures sanitaires. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation et l'honneur que vous me faites de participer à votre rencontre. Et donc, vraiment, merci aux organisateurs. Alors, comment je vais? Je vais bien, mais je ne suis pas malheureusement le reflet de la population belge et européenne, malheureusement, parce que je pense que la situation est quand même beaucoup plus compliquée dans beaucoup de pays. Et c'est vrai qu'ici, on est en Belgique, mais on est quand même le reflet d'une situation compliquée, je dirais, dans toute l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest. Alors, c'est une complication compliquée parce qu'en fait, on est dans un paradoxe. Le paradoxe sanitaire d'une épidémie qui augmente. En tout cas, si elle n'augmente pas vraiment, elle n'est pas contrôlée. Ça, c'est au moins, ça c'est sûr. Et donc, malheureusement, ce sont des stratégies sanitaires qu'il faut absolument prendre pour diminuer la circulation de ce virus. Et l'autre paradoxe, et c'est ce qui nous rend tous un peu schizophréniques, c'est que la santé mentale, la santé sociale, la santé affective des gens n'est pas bonne. Et elle est d'autant moins bonne qu'on est jeune et qu'on ne voit pas le bout du tunnel dans cette pandémie. Donc voilà, donc je dirais que mon humeur est un peu paradoxale parce que je trouve que des mesures comme celles qui ont été prises hier sont encore nécessaires, malheureusement, mais je ne suis même pas sûr qu'elles seront suffisantes après 3 semaines ou 1 mois en tout cas pour faire baisser cette épidémie, parce qu'en fait, je trouve que nos pouvoirs publics se déchargent fortement de leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup l'accent sur le comportement des gens, la responsabilité individuelle, et ils mettent en avant tout ce qu'on fait mal, c'est-à-dire on se rencontre, on va dans les transports publics à risque, etc. Mais en fait,
les politiques publiques que sont la vaccination, que sont le testing, que sont la prise en charge hospitalière, toutes ces politiques publiques, en fait, n'ont pas montré à l'heure actuelle leur efficacité. Et donc, c'est ça que je suis un peu fâché en tant que citoyen et même un peu en tant que scientifique, c'est qu'en fait, on ne voit pas vraiment, on a l'impression que nos politiques européennes et belges ne font que observer l'épidémie. Ils l'observent et quand les chiffres montent, ils prennent des mesures. Mais une épidémie, ça s'observe bien sûr, mais il faut anticiper. Il faut chaque fois aller un cran plus loin dans les mesures ou dans les politiques publiques pour, je dirais, empêcher de se retrouver dans des situations comme on l'est comme ça au jour le jour. Donc voilà, donc c'est une situation un peu compliquée, je pense, pour tout un chacun, et surtout avec aucune garantie que ça va fonctionner tant que la vaccination n'augmente pas. Oui, merci. Donc justement, vous avez évoqué votre mécontentement qui reflète probablement, sûrement le mécontentement non seulement de nos participants, mais aussi des milliers, des millions peut-être de citoyens européens, y compris en Belgique. Mais justement, j'aimerais bien que vous puissiez faire davantage le point sur cette année, parce que vous avez dit qu'on a mis en avant la surveillance, mise de mesures, etc. Mais qu'est-ce qui finalement a été bien fait, vraiment bien? Qu'est-ce qui a été fait à moitié et qu'est-ce qui a été totalement raté? Parce qu'on doit tirer une leçon quand même. Hein. Alors, je pense que les pays qui s'en sont mieux sortis étaient les pays qui ont développé un système de santé publique dans leur système de santé. C'est quoi un système de santé publique? C'est un système qui est capable de surveiller l'apparition des maladies infectieuses, mais qui a surtout aussi un réseau de laboratoires capable de réagir très vite pour identifier les malades et surtout, bien sûr, faire des tests pour pouvoir isoler ces malades. Et on se rend compte, et on l'a très bien vu lors de la première vague, que les pays qui sont beaucoup mieux sortis, c'est ceux qui avaient ce système de santé publique. Et je parle de l'Allemagne, je parle du Danemark, je parle éventuellement d'autres pays d'Europe centrale, c'est-à-dire des pays qui n'avaient pas désinvesti dans la surveillance des maladies infectieuses. Pourquoi en fait on a désinvesti dans la surveillance des maladies infectieuses? Parce qu'en fait, la population européenne vieillit, ça c'est pas un scoop, on est dans une population vieillissante, on est dans une population en fait, 70% des problèmes de santé sont des maladies chroniques. 30% sont des problèmes psychologiques, de santé mentale, de santé dégénérative. Et en fait, les maladies infectieuses ne représentent plus que 3% de la mortalité en Europe. Et ce n'est pas la COVID-19 qui va fondamentalement changer les choses. Et en fait, notre système de santé s'est adapté depuis 10 ans dans le champ de la prise en charge des maladies chroniques. Et ça a permis à nos décideurs de diminuer le nombre de lits en soins intensifs, de diminuer le nombre de lits des maladies infectieuses, en fait, de déforcer toute une partie du système de santé capable de prendre en charge ces maladies. Et donc, les pays qui s'en sont mieux sortis, c'était ceux qui avaient des systèmes de surveillance, ceux qui avaient des laboratoires de référence et ceux qui avaient surtout des lits d'hospitalisation en nombre suffisant pour accueillir les situations les plus graves. Et je prends toujours l'exemple de l'Allemagne, même si après, l'Allemagne s'en est moins bien sortie à cause essentiellement d'un relâchement des comportements. Mais par rapport au système de santé, c'est clairement ceux qui avaient ce système de santé publique le plus efficace qui s'en sont mieux sortis. En Belgique, depuis 10 ans, on a diminué le nombre de lits à l'hôpital. On a en fait supprimé tous les services de surveillance des maladies infectieuses. C'est-à-dire qu'on ne les a pas supprimés, mais en fait, on n'a pas renouvelé les postes. Donc, il y avait de moins en moins de fonctionnaires. Il y avait de moins en moins d'argent alloué à ces services parce qu'on s'est toujours dit, oui, mais ça, ce sont des problèmes qu'on n'aura jamais ou qu'on aura plus tard. Et donc, on ne s'est jamais projeté sur le fait qu'une épidémie de ce type-là pouvait arriver actuellement. Et puis, les pays qui s'en sont mieux sortis, ce sont les pays qui ont choisi la stratégie zéro Covid. C'est quoi la stratégie zéro Covid? C'est de ne pas permettre à ce virus de circuler de façon de base dans la population. Et c'est de tout de suite agir pour que ce virus diminue en circulation. Alors bien sûr, il y a l'exemple de la Chine, mais il y a aussi l'exemple des pays du sud-est asiatique qui ont eu cette stratégie. Il y a l'exemple de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, et puis il y a même certains exemples quand même de pays du nord de l'Europe, la Suède, la Norvège, qui sont fondamentalement dans une stratégie zéro Covid. Le Danemark aussi d'ailleurs. Donc alors oui, je vois que certaines personnes hochent la tête, mais donc on pourra discuter. Mais quoi qu'il en soit, les pays qui s'en sont mieux sortis sont les pays qui avaient des objectifs clairs au démarrage. Et franchement, chez nous, en France ou dans d'autres pays, on n'a jamais eu d'objectif dans cette épidémie. Est-ce qu'on voulait arriver à zéro Covid, donc une très faible circulation du virus,
ou est-ce qu'on voulait vivre avec ce virus, vaille que vaille, et on s'est rendu compte que c'était en fait la moins bonne stratégie. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments, je dirais, par rapport à une vision politique et par rapport à un système de santé capable ou pas d'absorber ce type de phénomène. Oui, merci. Donc ça c'est assez clair, mais alors finalement nous sommes une année après le début de la pandémie, donc enfin, clairement une année parce que c'est au mois de mars que nous avons été complètement confinés. Et qu'est-ce qu'on a finalement fait au niveau belge ou d'autres pays pour améliorer cette insuffisance, en fait, je veux dire combler ces lacunes? Alors, on n'a pas fait grand-chose. Ben C'est-à-dire que, voilà. et ça, et je pense qu'on peut quand même oser poser le diagnostic. C'est-à-dire que pour gérer une épidémie, il y a trois choses. Il y a la surveillance, ça on l'a expliqué, et là, la coordination européenne, la coordination internationale fonctionne. C'est-à-dire qu'on a tous signé le règlement d'hygiène internationale de l'OMS, et donc il y a un bon échange d'informations entre les pays sur l'arrivée de nouveaux phénomènes de santé. Donc ça fonctionne assez bien. Par contre, ce qui ne fonctionne pas bien du tout, c'est tout ce qui est stratégie de prévention. C'est-à-dire qu'une fois que le virus arrive sur le territoire, tout ce que chaque pays doit faire en termes de prévention. Et la prévention, c'est quoi? C'est la prévention individuelle, avec la protection des individus, les gestes barrières, et la protection collective, avec le testing, le suivi de contact essentiellement. Et ça, cette partie-là, en fait, n'a jamais fonctionné vraiment, en tout cas dans les pays comme la Belgique. Pourquoi? Parce qu'on a tout centré sur une technologie de diagnostic qui était le test PCR. Ce sont des tests qui sont très bons, mais qui sont très coûteux, qui prennent du temps pour avoir des résultats et qui ne sont pas des stratégies pour gérer un grand nombre de virus dans la population. Ce sont des stratégies qui fonctionnent très bien quand il y a des petites épidémies. Et donc, il y a eu un manque de réactivité par rapport aux stratégies de prévention, avec des tests rapides, avec des tests sérologiques pour mesurer les anticorps, etc. Donc ça, c'est une chose. Et puis, une épidémie, ça se traite aussi. Ça se traite et ça se prévient. La prévention, c'est la vaccination. OK, on l'a, elle ne va pas assez vite. Mais ça se traite aussi avec des traitements. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de traitement de la COVID-19. Alors moi, je vais vous dire, non, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas un antiviral contre ce virus. Mais par contre, il y a des traitements qui auraient pu diminuer les complications et les formes graves. On a parlé de l'hydroxychloroquine à un moment donné. OK, on l'a mis de côté, mais il y avait d'autres choses. Il y avait des antibiotiques, il y avait de l'ivermectine, il y avait de la vitamine D, etc., etc. Et donc, ce que je reproche à nos décideurs, c'est que ce volet traitement, ils ne s'en sont pas du tout occupés. Alors qu'il fallait simplement mettre en place des protocoles très simples qui n'étaient pas des protocoles pour nous protéger à 100% de la COVID-19, mais c'est des protocoles qui auraient pu diminuer les formes graves et les hospitalisations. Donc voilà, donc lorsqu'on apprend la gestion des épidémies à l'université, ben, on cite tous ces éléments et tous ces éléments doivent être remplis. Or, si on regarde clairement ce qui s'est passé en Europe, mais clairement les traitements, on ne l'a pas abordé. L'isolement des cas, elle a toujours été mal faite, soyons réalistes, hein, puisque on n'a pas proposé aux populations de pouvoir s'isoler s'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Et puis surtout, on a une stratégie de testing qui n'a jamais pu permettre à tout un chacun de se tester à n'importe quel moment pour pouvoir savoir s'il était malade et s'il était contaminant. Donc voilà, c'est un vrai problème, je dirais, de gestion d'une pandémie, alors que fondamentalement, sur un plan théorique, on sait très bien ce qu'il faut faire. Merci, Monsieur Kopitev. C'est très intéressant ce que vous dites parce que, bon, effectivement, du côté de mes collègues, nous avons effectivement remarqué qu'il y a une manque d'une campagne en parallèle de la campagne de vaccination, de prévention. Donc, comment traiter le virus et comment faire en sorte que si jamais on attrape le virus, qu'on passe par une forme un peu, voilà, pas très grave, disons. Hein. Donc ça, il y avait une manque, par exemple, on n'a pas vu du tout la campagne, en tout cas dans les médias, ni françaises, enfin francophones, sur comment renforcer notre système immunitaire. Hein, l'immunologie, c'est très important. C'était très manquant. On n'a pas insisté sur renforcement aussi des systèmes psychologiques qui a énormément d'éteint sur, si nous sommes dans une faiblesse psychologique, dans une dépression, une déprime, effectivement, on attrape beaucoup plus facilement les virus, y compris Covid. Donc, effectivement, là-dessus, nous sommes d'accord avec vous, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut faire
en fait, avec vous, rapidement, le point sur le test. Qu'est-ce qui est accessible aujourd'hui? Est-ce on a fait un pas en avant pour pouvoir faire un testing plus rapide et plus, disons, à niveau individuel? Par exemple, si moi, j'ai envie de me faire tester, comment je dois faire? Alors, en Belgique, les choses évoluent lentement. Donc, la stratégie de test, donc on parle bien de test de dépistage pour savoir si on si on a le virus actuellement. Donc, ça passe essentiellement toujours par les tests PCR. C'est quoi ces tests PCR? Donc, c'est ces fameux frottis nasopharyngés, ou bien vous crachez dans un petit opercule, et puis ça part au laboratoire, et c'est un diagnostic classique de chaîne PCR. Ça, c'est la majorité des tests qui se font en Belgique. Maintenant, la Belgique a introduit les tests antigéniques rapides, qui sont des tests qui doivent être aussi lus par des professionnels de santé. Donc, ceux-là, ils sont disponibles chez certains médecins généralistes, chez certaines maisons médicales, chez certains médecins spécialistes, mais en fait, nos politiques n'ont pas favorisé l'utilisation de ces tests parce qu'ils se sont dit, si vous allez chez votre médecin généraliste, alors autant qu'ils fassent directement un frottis nasopharyngé et qu'ils envoient ça au laboratoire pour un test classique. Donc, en fait, ils n'ont pas favorisé l'utilisation de ces tests rapides antigéniques au niveau de la première ligne de soins. Maintenant, depuis hier, et enfin, en Belgique, les autotests sont disponibles en pharmacie. Donc, vous pouvez maintenant aller en pharmacie acheter votre autotest. C'est quoi l'autotest? C'est un petit bâton que vous mettez dans le nez. Alors, vous ne devez pas l'enfoncer très loin, hein. C'est au démarrage du nez. Et vous mettez ça dans une petite fiole. Et c'est comme un test de grossesse. Vous allez voir une petite barre qui va vous dire si vous avez du virus dans le nez actuellement. Et ces autotests sont disponibles depuis hier. Mais étonnamment, nos pouvoirs publics ne font pas du tout la promotion de l'utilisation de ces autotests. Donc, ils restent coincés dans une vision. Il y a un type de test qui fonctionne, c'est le PCR, mais on met quand même à disposition les autres types de tests sans pour autant faire la promotion de leur utilisation. Et ça, c'est un peu compliqué, évidemment, pour la population, parce qu'on leur dit maintenant, il y a des tests rapides disponibles, mais fondamentalement, on ne nous dit pas, allez dans les pharmacies, allez dans les Lidl ou dans les GB et les Carrefour, allez acheter vos autotests. Donc ça, on nous dit pas. Donc c'est un peu compliqué parce on ne favorise pas l'utilisation de ces autotests. Et par contre, je pense que c'est très important pour la gestion de la suite de cette épidémie. Je prends l'exemple, je vais voir une personne fragile demain, ça me rassure tout à fait de faire mon petit autotest. Ça me prend exactement 25 minutes et je suis tout à fait rassuré sur ma capacité de contaminer quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça c'est vraiment. Est-ce que vous, en tant qu'expert, vous rencontrez même beaucoup des experts et monde politique, que je présume aussi, vous êtes aussi sur les plateaux de RTBF, est-ce que vous pouvez lancer cet appel pour qu'on puisse faire plus? Alors, le problème des experts, c'est qu'ils ont toujours des avis différents. Ah, Oui, donc ça, je suis désolé. Et c'est face à cet inconnu. Et alors, les experts disent, oui, mais attention, les tests rapides sont de moins bonne qualité. Alors, c'est vrai. Ils ont raison, fondamentalement. Si vous voulez être sûr à 90% que vous êtes malade, il vaut mieux faire un test PCR. L'autotest ou le test rapide va vous donner une probabilité plutôt de 80%. C'est-à-dire que ce n'est pas mauvais du tout. Mais le test, il peut toujours se tromper, hein, dans ce qu'il dit. Et c'est ça l'argument que nos politiques et les experts disent. Attention, c'est moins fiable qu'un test classique. Mais à ce stade-ci de l'épidémie, où il y a tellement de virus qui circulent, où il y a tellement de gens qui tombent malades, l'autotest, il gagne franchement en qualité. Parce qu'il y a tellement de virus qui circulent que si vous dites que vous êtes positif, vous êtes vraiment positif. Ça, c'est quasi sûr. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, oui, il faut absolument promouvoir l'utilisation de ces tests rapides. d'accord, merci beaucoup. Et en ce qui concerne le traitement, parce qu'effectivement, comme vous avez évoqué, on n'a presque pas du tout parlé, même investi sur le traitement. Amantadine, hein, c'est un antibiotique dont j'ai entendu parler. Il y en a d'autres qu'on pourrait utiliser. Et où nous en sommes? Et qu'est-ce que vous conseillerez en tant qu'expert à nos collègues qui sont toujours en danger? La France rester en Alors, danger d'attraper les virus. Alors, je pense qu'il faut demander chacun à votre médecin généraliste ou à votre médecin, parce que c'est lui qui connaît mieux votre histoire personnelle. Ça, c'est important. Maintenant, on voit très bien que dans la littérature, que des traitements préventifs avec de la vitamine D, avec parfois des antibiotiques
dès qu'on a développé des symptômes respiratoires, donc très vite lorsqu'on commence à tousser. Ou alors il y a tout le débat sur l'ivermectine, hein, qui est un médicament très très peu cher, mais qui semble avoir une certaine efficacité. Il y a tout le débat aussi de tous nos chefs d'État qui sont tombés malades. Et on se pose tous la question comment est-ce qu'ils ont été traités. Je parle du président de la République française, je parle d'autres et de Trump, etc. Et en fait, toutes ces personnes ont reçu des anticorps monoclonaux. C'est quoi les anticorps monoclonaux? Ben, c'est une technologie bien connue où simplement on va chercher des anticorps de personnes malades ou d'animaux, hein, et on les injecte et c'est une très bonne efficacité. Et les anticorps monoclonaux, par exemple, on le voit très bien dans les études, que si on donne ça très précocement à des gens à risque, dès qu'ils sont malades, hein, dès qu'ils sont malades, avant qu'ils développent des complications, ça va diminuer leur taux de complications et ça va diminuer la mortalité. Et comment est-ce que des pays européens qui sont des pays riches comme les nôtres n'anticipent pas plus vite d'avoir des stocks d'anticorps monoclonaux pour toutes ces populations fragiles en attendant la vaccination? Alors, ce n'est pas pour donner à tout le monde, mais c'est pour donner aux gens qui tombent malades et qui risqueraient, bien sûr, de faire des formes graves. Donc, voilà. Donc, il y a toute une série de solutions thérapeutiques, mais il y a une espèce d'attentisme de nos décideurs pour ne pas faire des stocks, pour ne pas les promouvoir, ou en tout cas ne pas donner une espèce de recette, entre guillemets, à tout un chacun pour se protéger du coronavirus. Alors, de nouveau, qu'est-ce que les experts disent? Ils disent, attention, il n'y a pas eu des études cliniques très poussées pour confirmer tout ça. Il n'y a pas eu des essais cliniques avec la vitamine D, il n'y a pas eu des essais cliniques avec les antibiotiques. Mais il y a un moment donné aussi, en situation de pandémie si grave, je pense qu'il ne faut pas attendre les essais cliniques. Je pense que les médecins peuvent aussi prendre une responsabilité par rapport à des médicaments qu'ils connaissent bien et par rapport à des personnes qu'ils connaissent bien. Voilà, donc il y a deux choses. Je pense qu'il y a un attentisme des médecins de première ligne qui devrait être beaucoup plus à donner des conseils aux personnes. Et puis, il y a un attentisme de nos décideurs politiques qui ne veulent pas investir dans des thérapeutiques qui fonctionnent. Et c'est l'exemple des anticorps monoclonaux. Oui, merci. Il y a beaucoup de questions concernant ce que voilà, ce que vous venez de dire, mais on va prendre les questions plus tard parce que sinon, je ne vais pas pouvoir tout gérer. Donc, sinon, je poserai, ma collègue va m'aider à sélectionner des questions. Donc, vous parliez à juste titre des médecins généralistes que je trouve en Belgique ont quand même, dans ce cadre de gestion de la crise, n'ont pas été valorisés dans la mesure où ils n'ont pas été acceptés dans le task force qui gère la crise. Pourquoi c'est comme ça? Ce sont des médecins en première ligne quand même. Alors ça, vous devez regarder chacun, vous venez de pays européens différents, l'état de votre système de santé et la manière dont les systèmes de santé valorisent la première ligne de soins. La première ligne de soins, ce sont des médecins généralistes, mais ce n'est pas que eux. Ce sont des infirmiers et infirmières à domicile, ce sont des kinésithérapeutes, ce sont des assistants sociaux, etc. Et en Belgique, la première ligne de soins n'a jamais été une ligne valorisée. C'est jamais une ligne dans laquelle on a investi. Et pourquoi? Parce que la première ligne de soins en Belgique est une ligne de soins libérale. Ce sont des médecins indépendants. Donc, ce ne sont pas des fonctionnaires de l'État, ce sont tous des indépendants. Et que cette première ligne de soins libérale fait en sorte en fait que les pouvoirs publics n'ont pas tellement envie d'investir dans de la médecine libérale parce qu'ils préfèrent investir dans l'hôpital public ou d'autres structures publiques. Donc voilà, donc c'est un peu lié aussi à l'histoire du système de santé et à une première ligne de soins qui n'a jamais été vraiment très valorisée. Alors maintenant, par contre, on est tous conscients du rôle capital que joue la première ligne de soins. Parce qu'en santé publique, on sait que 90%, 90% des problèmes de santé sont gérés dans la première ligne de soins. Il n'y a que 10% qui passent à l'hôpital ou à l'hôpital de référence. Donc la première ligne de soins, elle est très importante. Mais comme par hasard, elle n'a pas été intégrée dans les stratégies vraiment de la Covid-19 parce que en Belgique, on est dans un système comme en France, quand même hospitalo-centré. Ce sont toujours les spécialistes hospitaliers qui vont toujours l'emporter dans la décision et la vision des choses. Et ça, c'est un problème de santé publique.
Donc, ça veut dire que une des conclusions, enfin, ça veut dire les leçons à tirer, c'est de valoriser beaucoup plus et coopérer entre les mondes médicaux, donc à savoir les spécialistes et les médecins généralistes qui sont en première ligne. Ça, on en tire bien comme conclusion. Et revenons, il y a des questions concernant combien coûte un test, etc. Donc, encore quelques clarifications sur les tests. Si je vois ici, voilà. Suite donc voilà, quelque chose encore sur les tests. Donc, les tests, on peut les acheter dans la pharmacie et ce n'est pas très cher. Enfin, donc, ce n'est pas une question de prix pour nous, mais bon, pour justement clarifier. Donc, et ce sont des tests qui sont valables, autotests, c'est ça? Par exemple, si moi, je veux partir pour une raison essentielle, parce qu'on ne peut plus maintenant pour non essentiel dans mon pays, je peux me procurer ce test. Il va être donc légitime, enfin, il va être accepté. Hein? C'est ça le Alors résultat non, de ce test. non, il ne va pas être Ah, accepté d'office, je suis ah désolé, ben non. voilà. Parce qu'on l'a bien vu chez certaines personnes qui ont voyagé et qui ont voyagé avec une attestation avec un test rapide et qui ont été refusées parce qu'il leur fallait un test PCR. Donc ça, il Donc, faudra voir au niveau des législations européennes et la manière dont chaque pays donc va, voilà. législation de chaque pays. C'est-à-dire que l'autotest sert actuellement pour soi et pour voir si on n'est pas contaminant pour les autres, mais je ne pense qu'il n'est pas encore reconnu comme test de valide pour voyager ou pour faire partie de ce fameux passe vert ou enfin je ne sais pas comment l'Union européenne a défini Bracelet son. vert. Voilà, Bracelet c'est vert. ça. Voilà. Mais par contre, le jour où ils accepteront que ces tests rentrent dans ce passeport vert, je pense qu'on fera un grand pas. Est-ce que il y a une question que je vois ici? Qu'est-ce que vous pensez de la ivermectine? De là, Ivermectine. à Non, c'est pas ça. ivermectine. Ivermectine, voilà. Je pense plutôt du bien. Et il y a beaucoup de pression C'est quoi de ivermectine? médecins Vous pouvez généralistes. excusez-moi, ivermectine, c'est quoi comme médicament pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas? Ah, l'ivermectine, c'est un médicament qui est utilisé essentiellement dans des pathologies tropicales pour des vers, Voilà. etc. Donc, c'est un médicament tout à fait banal, sans effet secondaire, franchement, qu'on a tous, je suis sûr, déjà consommé et qui coûte pas cher. Et qui a un effet, en fait, antiviral, semble-t-il. Il aurait donc un effet sur le virus, pas le virus, sur les virus en général. Et ça, on le sait. C'est comme les antimalariques. C'est pour ça que l'hydroxychloroquine était sorti au début de crise, parce qu'on sait très bien que, outre l'action sur le parasite de la malaria, il a une action contre les virus. Et c'est la même chose pour l'ivermectine. Alors, il y a des études qui sont sorties depuis lors avec l'ivermectine qui montrent quand même une bonne efficacité, mais fondamentalement, l'ivermectine ne va pas fondamentalement diminuer la mortalité, semble-t-il. Donc, il pourrait éventuellement diminuer les complications, mais pas spécifiquement la mortalité lorsqu'on est déjà une personne fortement à risque. Il semble, hein. Maintenant, peut-être qu'il y a des personnes dans l'Assemblée qui ne sont pas d'accord avec moi. Et c'est pour ça, ah ben voilà, Madame n'est pas d'accord. Et c'est pour ça que, Madame, je ne suis pas ministre de la Santé, hein, je ne suis pas dans les décisions officielles, hein, donc ne m'en voulez pas. Par contre, de nouveau, je reviens à cette notion de la médecine générale qui connaît les gens, qui connaît les médicaments, et certains de mes collègues utilisent l'ivermectine, mais ils utilisent aussi bien des antibiotiques préventifs, et ils me disent très bien, mais oui, tu sais, ce traitement a permis à cette personne de ne pas avoir d'oxygène ou de ne pas se trouver dans une situation compliquée. Alors, c'est jamais évident de savoir si c'est vraiment l'ivermectine ou l'antibiotique ou la vitamine D qui a diminué les complications, mais il semble quand même que dans l'expérience clinique, ça ait un vrai effet sur certaines formes graves. Très bien, merci beaucoup. Pour revenir il y a des questions concernant la stratégie zéro, c'est ça? Et Oui. dans la gestion des crises. Pour pouvoir effectivement avoir les résultats positifs, ne pensez-vous que ça devrait être aussi appliqué par tous les pays, enfin par les pays, en tout cas l'Union européenne, pour pouvoir avoir les résultats positifs? Donc, de mettre en place une Ça veut dire stratégie. que si vous avez la stratégie zéro qui est simplement appliquée par un ou deux pays, parce que les virus ils se déplacent, les gens se déplacent, donc il ne faudrait pas mettre ça à une certaine gestion intergouvernementale.
Alors, c'est ça le problème. C'est qu'à l'échelle d'un pays comme la Belgique, décider seul une stratégie zéro Covid n'a aucun sens. Cette stratégie n'a de sens que si elle se décide à l'échelle européenne ou à l'échelle de parties de l'Union européenne. Parce que, en fait, comme vous le dites, des petits pays dans lesquels les frontières sont poreuses et qu'il y a beaucoup d'activités économiques, touristiques, etc., ils vont jamais arriver. C'est-à-dire qu'on peut fermer nos frontières pendant 6 semaines, on peut nous reconfiner tous pendant 6 semaines et on va arriver à zéro Covid très vite en Belgique. Mais le problème, c'est que dès qu'on va relâcher, en fait, on va se retrouver 3 semaines, 4 semaines après dans la même situation qu'actuellement. C'est pour ça, c'est la même chose avec cette histoire de confinement. Le fait de nous remettre en confinement complet, ce qui n'est pas le cas, mais si on nous avait remis en lockdown complet seulement en Belgique, ça n'a strictement aucun sens. Pourquoi? Parce qu'on retourne chez nous pendant 4 semaines. Et puis après, le virus aura diminué, ça c'est clair, et puis on va reprendre nos activités. Et on va reprendre nos activités avec un certain relâchement, ça c'est sûr, parce qu'on aura l'impression que l'épidémie est moins forte. Et ce relâchement fera en sorte très rapidement que la situation épidémique, 3 à 4 semaines après ce relâchement, sera identique à celle actuellement. Donc on se rend compte que des confinements, déconfinements, en fait, n'ont pas du tout de sens. Soit on décide à l'échelle européenne d'avoir zéro Covid, on se reconfine tous pendant 4 semaines et on ferme les frontières européennes, en tout cas on les contrôle, soit à l'échelle d'un pays, c'est très très compliqué. OK, donc ça c'est très, très clair. J'aimerais maintenant passer à la question qui préoccupe beaucoup tout le monde, aussi ceux qui sont pour ou contre, c'est les vaccins. Donc, nous sommes déjà dans cette phase de la vaccination. Est-ce que vous pourriez nous faire le point sur les vaccins qui sont sur le marché, qui sont valables, qui sont approuvés, et certains qui posent une question, notamment AstraZeneca, dans le cadre de la stratégie de vaccination en Belgique, donc ça veut dire quels vaccins nous allons utiliser qui seront disponibles, etc., parce que nous, on est concernés directement. Alors, pour l'instant, en Belgique, il y a 3 vaccins disponibles et à partir d'avril, il y en aura un quatrième qui sera le Johnson Johnson. Donc, dans ces vaccins disponibles, donc, il y a 2 technologies. Donc, il y a les vaccins Pfizer et Moderna et bientôt, à un moment donné, il y aura aussi le vaccin CureVac, qui sont les vaccins à ARN messager. Donc, c'est quoi un vaccin ARN messager? Donc, on va chercher le génome du virus. On va chercher dans ce génome du virus la partie qui correspond à la protéine S, donc la protéine de surface du virus qui permet de rentrer dans la cellule humaine. Et donc, simplement, on va prendre cette partie du génome du virus, on va la fabriquer en laboratoire artificiellement, ce sont simplement une succession de protéines, hein, et on va l'introduire dans un vaccin. Donc, on va introduire donc, cette partie d'ARN fabriquée artificiellement dans ces vaccins, et ce sont les vaccins ARN messagers. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Donc, cet ARN va pénétrer dans la cellule humaine, elle va être retranscrite en ADN. Cet ADN va produire la fameuse protéine du virus et notre corps va réagir contre cette protéine du virus fabriquée. Donc ça, c'est le principe du vaccin ARN messager. 90 à 95% d'efficacité 10 jours après la deuxième dose. Hein, donc, il faut bien compter 10 jours, 7 à 10 jours après la deuxième dose. Donc, 90 à 95% d'efficacité, avec surtout des effets secondaires à la deuxième dose plus qu'à la première dose. Et c'est un vaccin qui est très bon dans toutes les tranches d'âge. Donc, des 18 à 100 ans. Il est très bon, avec quand même peu d'effets secondaires, à part les douleurs et un peu de fièvre pendant 2 jours. Ça, c'est Pfizer et Moderna et CureVac. Et puis, alors, il y a les vaccins à adénovirus. Donc, l'AstraZeneca, on n'a pas beaucoup parlé. En avril, il y aura le Johnson Johnson. Et puis, alors, il y a aussi le Sputnik V, le vaccin russe. Donc, ça, ce sont les vaccins à adénovirus. C'est quoi un vaccin à adénovirus? On va chercher un virus animal, du chimpanzé. Donc, c'est un virus, un simple virus classique, qui en fait n'entraîne pas de forme clinique chez l'homme. Et dans ce virus, dans le patrimoine génétique du virus, on va introduire le patrimoine génétique du SARS-CoV-2, de la COVID-19, qui correspond de nouveau à cette protéine de surface. Donc, on nous injecte cet adénovirus, donc qui est génétiquement modifié, et donc notre corps va faire une réaction complète contre ce virus.
Et donc, on va se protéger sur l'ensemble du patrimoine génétique de ce virus, dont la protéine S qu'on a rajoutée du coronavirus. Et donc, ça, c'est donc l'AstraZeneca, le Janssen et le Sputnik. Donc, c'est 2 doses. Il faut 3 mois entre les 2 doses. Donc, c'est beaucoup plus long, la deuxième dose, 3 mois. Et l'efficacité tourne autour de 75 à 85% après la deuxième dose. Et l'efficacité est d'autant meilleure que la deuxième dose est espacée. On voit très bien que déjà après une première dose, on a 60 à 65% d'efficacité, mais si on veut arriver à 85%, il faut la deuxième dose. Donc voilà. Alors ces vaccins entraînent des effets secondaires locaux. Ils entraînent surtout des effets secondaires après la première dose, moins après la deuxième dose. Et 50% des gens qui sont vaccinés avec l'AstraZeneca vont faire une grippe, vont faire un syndrome grippal, donc ils vont avoir de la fièvre, etc., pendant 24 à 48 heures après le vaccin. Donc il faut le savoir. Avec AstraZeneca Avec l'AstraZeneca. et pas les autres. Moins les autres, oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce que ce vaccin fait, cet adénovirus, en fait, il fait simplement, le virus qu'on nous injecte, en fait, il ne se multiplie pas chez l'homme, puisque c'est un virus animal. C'est simplement, on va laisser le temps d'une réaction immunitaire contre ce virus. Et comme une dose n'est pas suffisante, il n'y a pas assez de virus qu'on injecte, il faut une deuxième dose. Donc ça, ce sont les vaccins AstraZeneca et Janssen. Et alors le Sputnik V, qui est fondamentalement, moi, à terme tout à fait scientifique, espère qu'on pourra aussi en bénéficier au niveau des pays européens, parce que, enfin, certains pays en bénéficient déjà, mais parce qu'il a aussi une très bonne efficacité. Et puis alors, il y a les vaccins chinois, le Sinopharm, le Sinovac, qui sont des vaccins très classiques. En fait, c'est ceux-là, en fait, sans doute, c'est la technologie la plus simple. C'est-à-dire qu'ils prennent le virus, ils le mettent en culture, et c'est ce qu'on appelle des virus, des vaccins à virus atténués. Donc, on prend simplement le Covid-19 et on l'affaiblit. On l'affaiblit avec des composés chimiques, physiques, et on nous injecte un virus affaibli, et donc on a une réaction immunitaire tout à fait bonne contre un virus qui est plus faible. Et ça, c'est de la technologie la plus classique, puisque l'hépatite B, la rougeole, la polio, enfin tous les vaccins de base qu'on utilise sont des vaccins à virus atténués. Donc il y a quand même 2 technologies nouvelles avec cette crise de la Covid-19. Ce sont les technologies à adénovirus qu'on utilise actuellement essentiellement dans le traitement des cancers. Donc dans le traitement des cancers en Europe depuis 15 ans, on utilise des adénovirus, mais on n'avait jamais utilisé ça pour des vaccins. Et puis la technologie révolutionnaire, c'est bien sûr l'ARN messager. Oui, et donc, vous avez, merci beaucoup pour cette présentation, mais comme vous le savez, certainement, autour de cette nouvelle famille de vaccins, il y a quand même pas mal de divisions au niveau du monde scientifique et des recherches. Hein. Ce n'est pas nous, les simples utilisateurs potentiels patients qui vont être vaccinés. Et comment vous expliquez cette division et comment vous pouvez convaincre que finalement, ces nouveaux types de vaccins, il n'est pas mauvais en fait? Alors, tous ces vaccins ont passé les mêmes étapes méthodologiques, scientifiques de validation que tout médicament ou que tout vaccin qu'on a introduit en Europe. Donc, en termes, je dirais, de développement scientifique, on ne peut pas critiquer ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 phases cliniques, dont la 3e phase, qui est celle en population, qui a touché 17-20 millions de personnes. Donc, ce sont des échantillons énormes qu'on ne retrouve pas lorsqu'on teste des médicaments, etc. Donc, en tout cas, sur un grand nombre de populations et sur 6 mois de suivi, on a une très bonne information à la fois sur leur efficacité et sur leur innocuité, donc les effets secondaires. Donc ça, on a une très bonne information. Et en plus, toutes les firmes ont dû donner toutes leurs données à l'Agence européenne des médicaments et aux agences nationales. Et ça, ce sont des expertises indépendantes qui ont revu toutes les données et qui ont validé. Donc, en termes de processus de validation scientifique, là, franchement, je n'ai aucune crainte. Je pense qu'il faut avoir d'abord confiance dans les scientifiques et confiance dans le système de validation. Maintenant, c'est clair, c'est qu'on n'a pas un recul à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça, c'est sûr. Mais en vaccinologie, on le sait très bien,
Les effets secondaires arrivent généralement dans les 6 semaines après la vaccination. Ça, et ça, c'est très bien décrit depuis 50 ans dans la littérature. Il y a très peu d'effets secondaires à long terme sur les vaccins. Et donc, si vous n'avez pas d'effets secondaires dans les 6 semaines post-vaccination, vous n'aurez plus d'effets secondaires. Ce n'est pas possible. Parce que d'ailleurs, votre organisme a éliminé complètement le vaccin et les composantes qu'on vous a injectées. Donc, si je comprends bien, vous dites qu'il n'y a pas de danger. Or, il y a quand même des cas des effets secondaires graves. Par exemple, AstraZeneca a été suspendu par beaucoup de pays qui ont été réticents, ils ont remis sur le marché, etc. La situation, là, finalement, autour de ces vaccins n'est pas tout à fait claire. Par exemple, Alors, aux il y a deux États-Unis, il choses. n'est pas accepté. Pfizer et Moderna ont très bien fait les choses depuis le début. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas introduit de problème dans leur méthodologie. Et c'est pour ça, en fait, que eux, on en parle très peu, alors qu'ils ont aussi potentiellement des effets secondaires. AstraZeneca, depuis le début, ça ne marche pas. Méthodologiquement, ils se sont trompés, ils ont oublié d'introduire les plus de 65 ans. Méthodologiquement, vous avez compris, vous vous souvenez de l'épisode où, en fait, ils n'avaient pas introduit 2 doses dans toutes les personnes, donc certaines personnes n'avaient reçu qu'une dose dans leur protocole. Donc, ils ont fait comme ça plein d'erreurs méthodologiques. Et c'est ça qui, depuis maintenant 6 mois, on parle de ce vaccin parce qu'en fait, on va de rebond en rebond et on apprend toute une série de choses un peu bizarres qui s'est passé dans, je dirais, la méthodologie de ce vaccin. Mais quoi qu'il en soit, le résultat final est excellent. Et il est excellent. Alors, il n'est pas aussi excellent que le Pfizer. Si je pourrais dire, la Rolls-Royce, c'est le Pfizer et le Moderna. Et la Jaguar, moi, j'y connais rien en voiture, hein, je dis des marques comme ça, c'est l'AstraZeneca, le Janssen et le Sputnik. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une différence entre une Rolls-Royce et une Jaguar. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, en termes vraiment d'efficacité, c'est la même chose. Le problème, c'est que l'AstraZeneca, ils se sont un peu pris, enfin, ils ont fait une mauvaise communication par rapport à une série de choses qui se passaient. Maintenant, je reviens au problème vasculaire d'AstraZeneca. Donc, vous avez vu les chiffres, 30 cas de thrombophlébite, 20 cas d'embolie pulmonaire sur 5 millions de doses, voire même sur 17 millions de doses qui ont été injectées en Europe. Donc, ça représente une fréquence beaucoup moindre que ce qui se passe en population générale par rapport à des thrombophlébite que vous ferez parce que vous avez des problèmes vasculaires, parce que vous fumez, parce que vous êtes sous contraception orale, parce que pour beaucoup de raisons, on peut faire ce type de problème vasculaire. Donc, la fréquence n'est pas plus importante avec la vaccination qu'en population générale. Donc, en fait, il n'y a pas de relation de cause à effet. Maintenant, si on regarde la presse française, on voit que hier ou avant-hier, un jeune médecin, un jeune étudiant médecin de 24 ans est mort d'un problème vasculaire après l'AstraZeneca. Mais je suis désolé, mais ça va se passer encore. Vous imaginez, on est en train d'injecter des millions et des millions de doses. Et il va toujours avoir des problèmes post-vaccination, j'en suis désolé. Mais on ne peut pas attribuer ça à la vaccination en tant que telle. Un problème de santé, c'est multifactoriel. C'est pas un vaccin qui va vous entraîner une mort subite 24 heures après. C'est pas possible. C'est parce qu'il y a des facteurs de risque. C'est parce que peut-être vous prenez des médicaments particuliers. C'est parce que peut-être vous avez une histoire particulière qui vous mettrait à risque avec ce vaccin. Mais on ne peut pas réfléchir comme ça en termes de santé publique lorsqu'on vaccine 20 ou 30 millions de personnes, parce qu'il y aura toujours des accidents post-vaccination. Donc voilà, donc je pense qu'il faut un peu dédramatiser le rôle de la vaccination par rapport à l'émergence de problèmes de santé qui sont inéluctables dans la population. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'efficacité-risque. Oui, tout à fait. L'efficacité-risque. Donc, mais vous pouvez quand même comprendre la crainte d'un individu qui me dit, moi, je préfère attendre ou je préfère de ne pas me faire vacciner parce que je ne veux pas être cette personne-là qui va justement tomber malade ou mourir. Et donc, je lui dirais, Madame, Monsieur, je vous comprends. Il y a une liberté dans la vaccination, il n'y a pas d'obligation vaccinale, donc c'est chacun qui décide. Et chacun décide par rapport à lui, sa personne, et par rapport aux autres autour de lui. C'est-à-dire que si je me fais vacciner, je me protège. Je me protège à 95% d'avoir une forme grave de la COVID-19. Mais si je me fais vacciner,
je protège mon entourage. Je suis désolé. Je protège ma maman qui est âgée et qui est à risque. Je protège d'autres collègues qui ne veulent pas se faire vacciner ou qui ne peuvent pas se faire vacciner parce que, je sais pas moi, ils sont très allergiques, j'invente. Hein. Donc voilà, donc il y a aussi une responsabilité collective dans la vaccination parce que si on n'arrive pas à 70 à 80% de vaccination, je suis désolé, alors on est parti avec nos masques, nos gestes barrières encore très longtemps. Parce que le mur qu'on va faire à ce virus sera insuffisant. Et donc, OK, on sera 50% vaccinés, c'est très sympathique, mais les 50 autres, ben, ils vont continuer à développer l'épidémie, en tout cas à entretenir l'épidémie. Et on ne va jamais s'en sortir. Donc voilà, Donc, liberté ça veut dire que individuelle, mais quand même une petite responsabilité ou une grande collective. je comprends bien, mais ça veut dire que non. Donc, il faut atteindre quel pourcentage de vaccination pour pouvoir atteindre une immunité collective? Oui. Ça, c'est la question. Alors, On ne va pas vacciner le monde entier parce que de toute façon, il faudrait combien de temps pour vacciner le monde entier? Alors, il faut vacciner le monde entier, ça c'est sûr, je suis désolé. En tout cas, il faut qu'on arrive à une immunité collective de 70 à 80% dans le monde entier, en tout cas dans les pays qui veulent se débarrasser de cette pandémie. Alors, en Belgique, il suffit de faire le calcul. On est 11 millions et demi d'habitants. On peut estimer qu'il y a 1 million ou 1,5 million de gens qui ont déjà fait la Covid-19, donc qui sont immunisés, en tout cas pour une période de 6 à 8 mois. Donc, il nous faudrait en Belgique encore 6 ou 7 millions de gens qui se fassent vacciner pour arriver à l'immunité collective de 70 à 80%. Donc, on est déjà pour l'instant à 1 million de gens vaccinés, à une dose, hein, pas deux doses, ou à 1,3 million. Donc voilà, il faut encore, il y a un sacré effort en Belgique de 5 ou 6 millions de personnes pour arriver à cette immunité collective. D'accord. Il y a des questions, merci. Donc, il y a des questions qui sont liées au choix des vaccins. Est-ce que pourquoi nous ne pouvons pas choisir les vaccins qu'on préfère? Pourquoi moi, par exemple, si moi je fais plus confiance à Pfizer suite, par exemple, à notre conférence, parce que vous m'avez convaincu, et on me dit, ah non, vous allez plutôt avoir AstraZeneca, qui est Parce moins, qu'en fait, oui, donc on ne peut pas qui est choisir parce moins que sûr. les approvisionnements en vaccins ne le permettent pas. En Belgique, je pense qu'on a commandé, si je reprends les chiffres, euh, on a commandé 7,5 millions d'AstraZeneca, 5 millions de Johnson Johnson, 5 millions de Pfizer, 3 millions de CureVac et 2 millions de Moderna. Donc, on dépasse nettement la population belge, mais en fait, toutes ces doses sont loin d'être arrivées. Et donc, pour l'instant, on vaccine avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est essentiellement de l'AstraZeneca, même s'il y a encore un retard de 300 000 doses. Il nous reste encore un tout petit peu de Pfizer. Donc voilà, donc c'est un peu le hasard du centre de vaccination dans lequel vous allez vous tomber. Certains collègues chez moi qui ont été dans des centres de vaccination ont eu le Pfizer. Moi, j'ai eu l'AstraZeneca. Donc, on ne peut pas le choisir. C'est fonction, je dirais, de la capacité de nos décideurs de rendre disponibles des vaccins. Par contre, alors je vais un peu rendre l'atmosphère triste, mais quand même, on risque de devoir se refaire vacciner dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ça, c'est une réalité. Et donc là, sans doute que on pourra aller chez le pharmacien et on pourra choisir son vaccin. Mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas ce premier run complet de toute la population, c'est-à-dire d'ici novembre 2021, on ne pourra pas choisir. D'accord. Et il y a aussi une autre question qui est assez pertinente. Est-ce que en cas de thrombose, si on a eu, parce qu'il y a eu des cas, pas beaucoup, mais il y en avait quand même, contre qui on se retourne? Donc, c'est la question de la responsabilité. Donc d'abord, si vous avez des antécédents de thrombose, franchement, allez voir votre médecin généraliste ou allez voir votre spécialiste des maladies vasculaires pour savoir si vous êtes à risque. Et là, franchement, peut-être que lui peut vous orienter plutôt vers le Pfizer plutôt que l'AstraZeneca. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier cette histoire de thrombose. Hein. Je pense que pour des personnes qui sont à risque, ils doivent avoir un vrai dialogue avec leur médecin. Ça, c'est important. Et que le médecin soit les rassure avec l'AstraZeneca, soit les oriente avec une attestation médicale vers le Pfizer ou le Moderna.
Maintenant, si vous faites une thrombose, mais vous allez vous retourner contre celui qui vous a vacciné. En Donc, l'occurrence ici, c'est l'État belge. et Donc, on ne sait pas contre le fabricant, on a bien compris, mais c'est contre le prestataire de soins qui vous a vacciné. Comme tout problème, hein, si vous avez un problème à l'hôpital, vous vous retournez contre le médecin qui vous soigne, et le médecin qui vous soigne, alors, devra rendre des comptes, soit devant la justice, soit face à sa hiérarchie. Et en l'occurrence ici, par rapport à la vaccination de la COVID-19, la responsabilité juridique, c'est l'État belge. Donc, mais est-ce que, moi, je vois, enfin, je veux dire, honnêtement, je vois mal si moi, je me retournerais contre l'État belge et que je puisse gagner le procès. Mais enfin, c'est un autre sujet. Il faudrait débattre peut-être avec les avocats et les juristes. Et bon, et ceci dit qu'il y a eu quand même pas mal de débats autour de cette responsabilité que ceux qui produisent les vaccins n'ont pas pris en charge. Donc, c'est-à-dire l'État qui devait prendre la responsabilité. Et ce qui fait aussi un peu, disons, un débat autour de vaccination qui n'est pas tout à fait, disons, favorable. Et maintenant, puisqu'on parle toujours de ces maladies, donc personnes à risque, puisque vous me dites qu'il y a des personnes à risque thrombose, mais qu'il y a d'autres personnes à risque, parce que notre population, comme vous avez dit au début, elle est quand même, il y a des maladies chroniques dont il faudrait en tenir compte pour ne pas se vacciner avec un ou tel vaccin, ou bien que de se vacciner le plus rapidement. Est-ce que c'est Donc, clair, mes questions? Oui. oui, très bien. Pour les personnes de plus allez, on va dire les plus de 55 ans. Normalement, on dit les plus de 65 ans, mais je pense qu'on peut dire les plus de 55 ans, qui ont des facteurs de risque, c'est-à-dire du diabète, de l'hypertension artérielle, qui sont en obésité, qui ont des traitements qui diminuent leur immunité, donc qui sont en immunodépression, des personnes qui ont des maladies cardiovasculaires, des personnes qui ont des maladies rénales chroniques, des personnes qui ont des maladies respiratoires chroniques, ce sont toutes des personnes à risque qui doivent aller le plus vite possible se faire vacciner, que ce soit avec l'AstraZeneca ou avec le Pfizer. Ça, c'est une certitude à 100%. Si on veut diminuer les complications et la mortalité, c'est eux la priorité. Et donc, c'est eux, pour l'instant, qui bénéficient des invitations. Plus de 65 ans en région wallonne et en Flandre, et plus de 75 ans en région bruxelloise. Donc, c'est eux les prioritaires pour l'instant. Mais donc, pour eux, il n'y a pas de problème d'effet secondaire des vaccins. La priorité, c'est d'aller se faire vacciner. Sauf maintenant si, en plus, on a eu des thrombophlébite. Et donc là il faut avoir un dialogue avec son médecin. D'accord. Mais donc, en résumant, si on se vaccine, on va avoir les étapes secondaires, enfin, pas les effets secondaires, mais on aura des réactions, ce qui est normal après avoir, certains n'ont pas, certains Certains vont d'entre en nous, avoir, oui. oui, plus fort. Mais, mais la résistance au virus, est-ce qu'on est vraiment protégé à 100%? Ça veut dire qu'on peut ne plus attraper ces virus. Parce que moi, j'ai entendu, j'ai lu qu'il y avait quand même des personnes qui, après avoir été vaccinées, ils ont attrapé les virus. Donc, est-ce que vous pouvez clarifier cela? L'objectif de la vaccination, et je la relis parce que c'était le cahier des charges de tous les organismes internationaux par rapport aux firmes pharmaceutiques, lorsqu'on leur a dit de fabriquer un vaccin, on leur a dit qu'ils devaient assurer la prévention des formes sévères, des formes graves de COVID-19. Donc, on ne leur a pas dit qu'ils devaient assurer la prévention de toute la COVID-19. Donc, la vaccination a comme objectif de diminuer les formes graves de la COVID-19. C'est encore avec la grippe, en fait. Hein, c'est la même chose quand on se Oui, vaccine c'est la contre même la chose. grippe. Donc, ça ne vous À empêche voir. pas d'attraper la maladie, mais ça vous protège à 95% ou à 90% de faire une forme grave et de vous retrouver à l'hôpital et aux soins intensifs ou en réanimation. Donc, c'est ça. Alors maintenant, lorsqu'on regarde dans la réalité des choses, parce que maintenant, il y a quand même plusieurs millions de gens qui sont vaccinés, qu'est-ce qu'on observe? On observe en fait que la vaccination protège très bien contre ces formes graves. Et donc, la probabilité pour quelqu'un de 60 ans, de 65 ans, de 70 ans qui n'est pas très fragile d'attraper une forme grave après la vaccination, elle est quasi nulle. Franchement, c'est même plus que 95%, je vous assure. Par contre, la probabilité qu'il puisse rattraper le virus dans son nez, se faire une infection à minima, elle existe. Mais c'est comme si vous allez faire une petite grippe de 24 heures, 48 heures. Par contre, vous risquez d'avoir encore du virus dans le nez et vous pouvez encore transmettre à d'autres la maladie, à celles ou ceux qui ne seraient pas vaccinés.
Et c'est ça le problème. Donc, par rapport, je dirais, aux formes graves individuelles, franchement, moi, si je me fais vacciner et on me dit d'enlever le masque, il n'y a aucun souci. Je suis tout à fait à l'aise parce que le vaccin me protège. Mais le vaccin ne protège pas d'une forme un peu moins grave ou ne protège pas contre les contaminations. D'accord. Donc, euh, ça veut dire que on peut être, c'est pas grave si on attrape encore le virus, mais ça atténue la maladie. Hein, c'est ça qu'il faut bien clarifier. Et si par exemple, vous entendez, parce que vous avez certainement déjà entendu, mais oui, finalement, c'est Covid-19, ce n'est qu'une petite grippette. Alors, donc c'est plus qu'une grippette. Voilà. En termes de mortalité, la mortalité est 15 fois supérieure à la grippe. 15 fois, c'est quand même pas mal. Et c'est étonnamment, alors que les infections respiratoires touchent surtout les enfants, c'est une maladie qui touche ici surtout les personnes âgées et les personnes fragiles. Et en fait, le gros problème, pourquoi c'est pas une grippette et pourquoi est-ce qu'on s'en sort pas avec ce virus, c'est parce que 70% des gens qui sont contaminés sont asymptomatiques. Et en fait, c'est très compliqué d'avoir une épidémie avec autant de personnes asymptomatiques qui transmettent, qui continuent à transmettre. Et c'est ce qui se passe dans les écoles actuellement. En fait, les jeunes, ils sont pas symptomatiques, mais pourtant, il y en a plein qui sont malades, qui sont pas malades, qui sont positifs et qui se transmettent l'un à l'autre. Donc, c'est pas du tout une grippette parce que elle est plus mortelle, elle touche les personnes âgées fortement et en fait, on n'arrive pas à maîtriser l'infection parce qu'il y a tellement d'asymptomatiques dans la population en fait que voilà, c'est quasi ingérable. Merci. Je vois ici une question parce que je suis incapable de suivre toutes les questions et vous interrogez, enfin, je dialoguais avec vous. Je vois une question. Qu'est-ce que M. Kopitex pense de la politique de vaccination de certains pays qui vaccinent avec des produits non acceptés par EMA? Je pense ici à l'Hongrie, car mes parents sont là-bas, mais il y en a déjà d'autres pays qui le font. Ça veut dire, en gros, parce qu'il y a des pays qui vaccinent sans avoir passé par EMA. Est-ce que c'est possible? C'est possible, c'est avec essentiellement le vaccin russe, je pense, le Sputnik Oui, V, voilà, qui est parce que c'est d'ailleurs un celui-là qui est Sputnik, utilisé hein? en Hongrie ou oui. Alors, donc le problème du Sputnik V, c'est on a des articles scientifiques qui montrent qu'il est très efficace. Mais pour valider un médicament, un vaccin, il faut plus que ça. Il faut qu'on ait accès aux données, à toutes les données, et que d'autres experts puissent refaire les analyses. Et ça, on n'a pas. Donc la Russie n'a pas encore demandé l'autorisation à l'Agence européenne des médicaments de valider son vaccin, parce que pour que l'agence le fasse, les 2, 3 publications ne suffisent pas. Il faut avoir toutes les données complémentaires et qu'on puisse les réanalyser. Et ça, donc la Russie n'a pas encore fait la demande à l'agence européenne. Donc, moi, en tant que scientifique, j'aurais du mal à faire vacciner mon proche sur un vaccin où où je n'ai pas des garanties plus sûres en termes de validation. Mais quand même, on le voit très bien. Maintenant, je vais un peu démystifier les choses. Si vous regardez la population russe, peut-être qu'on n'a pas toutes les données, hein, ça c'est autre chose. Mais si vous regardez la population même africaine vaccinée avec le Sputnik V, c'est plutôt une très bonne efficacité. Hein, même si on n'a pas accès vraiment aux données, on voit quand même que ça fonctionne très bien. Mais clairement, si on veut l'utiliser en Europe, il faut passer par l'étape de l'Agence européenne des médicaments et puis les agences nationales qui doivent avoir accès à toutes les données parce que sinon, on ne peut pas se permettre de prendre des risques pour la population. D'accord. Merci beaucoup. Ça, c'est très important d'avoir clarifié cela. Et bon, les Russes sont connus, enfin, disons, le monde scientifique russe, il n'est quand même pas négligeable. On peut dire qu'ils ont dans ce domaine-là beaucoup de réussite. En ce qui concerne maintenant encore les variantes, parce qu'on parle ici de vaccination, et donc, la réussite par rapport à ce que nous avons, donc, premièrement, Covid-19, maintenant, nous avons toutes les variantes. On a déjà entendu les variantes britanniques, brésiliennes. Bon, j'ai même entendu parler de la variante bretonne. Et hier, j'ai entendu de ma cousine qui vit aux États-Unis, qui suit beaucoup, et qu'il y a une nouvelle variante en Inde, hein, très, très grave. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu ou bien je suis mal informée. Non, c'est vrai.
C'est vrai. Oui, Donc, voilà. oui. Comment on va gérer ces moutons, ces variantes? Parce que ça veut dire que si on est vacciné et puis après quelques mois, on attrape une autre variante dont nous ne sommes pas immunisés, comment on va gérer cela? Alors, pour l'instant, donc le Pfizer et Moderna assurent une efficacité sur le variant britannique. Ils assurent moins une efficacité sur le variant sud-africain et brésilien, et ils sont déjà en train de travailler sur la troisième dose. C'est une troisième dose qu'on aura pour ceux qui ont fait le Pfizer, on est bien d'accord, qui sera donc adaptée aux souches brésiliennes et sud-africaines. L'AstraZeneca est bon il est bon pour le variant britannique, ça c'est sûr, et il semble aussi bon pour le sud-africain. Mais là, il faut des données complémentaires. Le Johnson Johnson qui va arriver en une dose, donc celui qui va être produit par Janssen Pharmaceutica en Belgique, lui semble bon pour tous les variants actuels, pour les trois que je viens de citer. Johnson Donc vous voyez que Johnson. ça... Pardon? Johnson Johnson. Oui, en une seule dose. Mais à confirmer, hein, mais il semble quand même protecteur. Le CureVac, le jour où il va arriver, le CureVac, donc c'est un vaccin ARN messager, sera bon pour toutes les souches circulantes actuelles. Donc, Et CureVac, excusez-moi, CureVac, c'est produit par les Français? Non. Il va être, je ne sais pas, CureVac, je sais qu'il va y avoir des chaînes de production en France, mais je ne sais pas s'il est, ça, je ne sais pas. CureVac. Ouais. Bon, ben, Euh, c'est pas grave, mais Maintenant, ce que je veux dire en termes de santé publique, je me fais vacciner avec l'AstraZeneca. Deux mhm. doses. Moi, je parle de moi. Hein. Et tant pis si je ne suis pas couvert pour toutes les souches, tant pis. Mais si je suis atteint d'une autre souche, je vais pas. L'efficacité du vaccin n'est pas de 0%, mais il ne sera pas de 95% non plus. Il sera peut-être, je sais pas moi, de 40%, de 50%. Donc le vaccin va quand même m'aider à lutter contre ces nouveaux variants, mais peut-être pas aussi efficacement qu'il pourrait. Donc ce que je veux dire, c'est que je suis sûr, et donc je fais mes deux doses, et puis je reprends une vie normale. Mais par contre, je sais que dans un an, je devrais avoir un rappel, et ce rappel devra systématiquement inclure toutes les nouvelles souches qui seront apparues sur l'année depuis la fin de ma vaccination. Et je pense qu'on va rentrer comme ça dans un cycle régulier, alors ce n'est pas tous les 2 mois, hein, mais je pense tous les ans, d'un rappel de vaccin, et ce rappel va chaque fois s'adapter aux nouvelles souches circulantes. Donc, nous sommes partis pour ce que nous avons fait avec nos enfants. Le vaccin, rappel rougeole, etc., etc. Donc, en fait, si parce qu'il y a beaucoup de questions que je vais passer, donc je vais prendre des questions, plus des questions. Avant de passer aux questions, je voudrais juste encore un petit mot de votre part concernant les préventions, donc tout ce qui est les effets secondaires, enfin, disons, la santé mentale, parce que vous avez été assez préoccupé par surtout les jeunes, et vous vous êtes mis de ce côté, des côtés des jeunes, et quel message avez-vous à faire passer à nous, parce qu'il y a beaucoup de parents pour gérer les jeunes qui sont en détresse. Bon, évidemment, il y a les psychologues, etc., mais bon, c'est un discours par rapport à une pandémie que nous n'avons pas. Hein, il y a des familles qui ont des enfants petit âge, adolescents, les adolescents qui veulent sortir, les étudiants, etc. Comment gérer ça? Alors c'est compliqué. Je n'ai pas de réponse malheureusement. Et on voit tous, moi en tout cas, je vois dans mes proches des situations de jeunes qui sont en vraie détresse, et d'ailleurs qu'ils expriment leur détresse. Détresse d'isolement social, détresse, oui, scolaire, de décrochage, etc. Donc oui, donc tout ça, c'est une réalité. Je sais pas, ça, je pense que les solutions doivent se trouver dans la cellule familiale. C'est compliqué. Hein. Si je regarde ce qui est fait au niveau politique, ils investissent dans les soins, comme vous dites, hein, ils renforcent les psychologues, les services hospitaliers, psychiatriques, etc. Bon, pour moi, c'est pas comme ça qu'on prend en charge des problèmes de santé mentale dans une population. Hein. Il faut travailler bien sûr en amont, il faut faire de la prévention. On n'a pas fait. Et On n'a voilà, pas et fait. on l'a pas fait. Et je trouve, de nouveau, je reviens à la première chose que j'avais dit, on est dans une schizophrénie entre le sanitaire et le psychosocial. Et nos décideurs restent braqués sur le sanitaire. Et lorsqu'ils disent hier,
on ferme les écoles, ou lorsqu'ils disent hier, on diminue la bulle à l'extérieur de 4 personnes alors qu'avant c'était 10, enfin toutes des petites mesures, mais quoi qu'il en soit, ça joue sur le psychologique. Et ça, je regrette. Je pense qu'ils n'ont pas trouvé le bon équilibre entre les deux dimensions. Parce qu'ils devaient laisser beaucoup plus d'ouverture pour les jeunes, j'en suis persuadé. Actuellement, il fallait laisser beaucoup plus d'ouverture pour les jeunes, pas pour nous, hein, pas pour les, je suis désolé, je ne sais pas quel âge vous avez tous, mais pas pour les 35, 65 ans, mais en tout cas pour les 10, 25 ans, il fallait laisser beaucoup plus d'ouverture pour qu'ils puissent se revoir, pour qu'ils puissent faire du sport à l'extérieur, pour qu'ils puissent aller dans un camp de jeunes, etc. Et voilà. Donc, ça veut dire que… Et je pense que c'est ça la prévention, c'est de leur laisser la possibilité de recommencer un minimum d'activité. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que nous avons d'un côté donc, disons, des mesures qu'on doit suivre, parce que vous avez dit vous-même qu'il faut suivre les mesures, etc., pour pouvoir tuer enfin, le virus avant que nous soyons dans la phase de l'immunité collective, mais en même temps, il faut quand même suivre le besoin et des jeunes de certaines catégories de la population qui en souffrent énormément. Donc, il faudrait en effet trouver un autre protocole qui doit être adressé clairement à ces jeunes. Alors, si on était un pays courageux, on ferait un tout petit peu de discrimination à l'âge. Alors, je sais que ça va faire bondir d'autres, hein, des personnes, mais la discrimination à l'âge, c'est quoi? C'était d'oser dire à partir de maintenant que les personnes de plus de 65 ans à risque restent très, très protégées et absolument avec aucune interaction avec des jeunes. Et en contrepartie, on laissait plus de liberté aux jeunes. Mais ce n'est pas la vision parce que dès qu'on parle de ça, dès qu'on parle de stratégie par tranche d'âge, dès qu'on parle de stratégie par rapport à des groupes de population, on est tout de suite injurié de discrimination, de manque de liberté démocratique, etc., etc. Donc tous les grands mots. Mais fondamentalement, à ce stade-ci de l'épidémie, ce serait quelque chose, à mon avis, de tout à fait raisonnable si on est conscient qu'il faut relâcher chez les jeunes. Tout à fait. Donc, ça veut dire que si vous étiez les responsables politiques des régions bruxelloises, vous auriez fait quoi? J'aurais fait quoi? J'aurais pas fait mieux. Je pense qu'il faut lancer au plus vite le pass Covid. Le passeport vert à l'échelle européenne, je pense qu'il faut le lancer très vite à l'échelle des pays. C'est-à-dire qu'il faut que chacun ait la possibilité de savoir à tout moment qu'il n'est pas en danger par rapport à la Covid-19. Soit parce qu'il est vacciné, soit parce qu'il a déjà fait la Covid, donc en rendant accessibles des tests pour mesurer les anticorps de façon rapide, soit parce qu'on a accès à des tests de diagnostic très rapides. Donc moi, franchement, je diffuserai beaucoup plus vite ces stratégies pour que les gens puissent à tout moment vaquer à leurs occupations, mais en étant rassurés qu'ils ne sont pas dangereux pour eux et pour les autres. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, franchement, la vaccination est un scandale. Alors, je sais qu'on a enregistré, j'espère que vous n'avez pas diffusé le mot scandale que je viens de dire, mais c'est Mais pas vous pouvez normal. le dire, vous savez, nous sommes dans une espace de liberté quand même. Voilà. Hein. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas assez vite. Alors, pourquoi on ne va pas assez vite? Parce qu'on veut absolument garder les deuxièmes doses dans les frigos. Et actuellement, je pense qu'en Belgique, on doit avoir 600 000 doses dans les frigos qui ne sont pas utilisées. Or, on a vacciné qu'1 million de personnes, vous imaginez. Hein. Donc, mais on a encore 600 000 doses qu'on ne veut pas utiliser parce qu'on veut leur garantir une deuxième dose à ce million de personnes. Mais ça, c'est une grosse erreur stratégique. Là, je pense qu'on peut quand même prendre l'exemple sur le Royaume-Uni, qui a favorisé la stratégie de une dose pour vacciner beaucoup plus vite plus de monde et simplement élargir l'intervalle entre les deux doses. Et oser dire que non, pour le Pfizer, ce n'est pas 5 semaines qu'il faut ou 3 semaines, mais on peut aller jusqu'à 12 semaines. On peut aller même jusqu'à 20 semaines entre les deux doses. Et ça permettrait d'aller beaucoup plus vite dans la vaccination de la première dose d'une plus grande part de la population. Donc voilà, je pense que si on est face à des politiques qui n'osent pas, qui ne sont pas innovants, ils restent toujours dans des schémas théoriques. Et ça, je pense que c'est une erreur. Oui, merci beaucoup. Et Monsieur Kovitas, nous sommes, vous savez qu'on est on est 500, ce qui est énorme hein, pour notre population, qui est très occupée aussi, qui est
nous sommes tous fatigués, les collègues sont très fatigués, nous travaillons énormément et c'est d'autant plus que nous attendons une clarification, une clarté par rapport à cette politique de vaccination et prévention et tout ce que vous venez d'évoquer. Donc, si vous permettez, donc voilà, la dernière question, après on passe aux questions et je pense qu'on passera. Quelle est donc finalement votre prévision, comment vous voyez le futur, parce que on est quand même toujours avec, on n'est pas encore sorti du tunnel, hein? Non. Pour sortir du tunnel, il y a trois choses. Il y a le vaccin, il y a les tests et il y a le fait que nos capacités hospitalières doivent être résilientes et accepter d'être en surcharge encore quelques semaines ou quelques mois. Je pense que c'est vraiment les trois composantes. Je n'en vois pas d'autres. La vaccination, on a compris qu'on pouvait aller plus vite s'il y avait une volonté politique. Et bien sûr, si les fournisseurs remplissent leur contrat. Le testing, on en a discuté, mais je pense que maintenant, avec la diffusion des tests rapides et des autotests, je pense que ça va aider la population à se contrôler, à contrôler l'épidémie dans leur foyer, etc. Et alors, les hôpitaux qui doivent être résilients, je pense que vous vous rendez compte, et ça, il faut regarder aussi le poids des hôpitaux dans les systèmes de santé. En Belgique, vous voyez qu'ils ont un fort poids. Ils influencent fortement les politiques publiques. Parce qu'en fait, fondamentalement, on est à 40% d'occupation des lits en soins intensifs qui sont destinés à la Covid-19. Donc, en fait, ils ont encore une marge de 1500, de 2000 lits pour la Covid-19. Et donc, voilà, je pense qu'il faut aussi que les hôpitaux acceptent d'être résilients, de donner cet effort complémentaire, mais de ne pas absolument bloquer toute la société parce qu'ils se sentent un tout petit peu en danger. Merci beaucoup, Monsieur Gobitès. J'aurais bien encore aimé de continuer cette conversation avec vous, mais bon, je ne peux pas monopoliser. Il y a des collègues qui soulèvent la main, qui posent des questions. Je vais maintenant demander à ma collègue Dikra de sélectionner quelques questions parce que moi j'en ai vois, mais je ne vois pas tout. Dikra, pourrais-tu soulever quelques questions parce que je n'arrive pas à le voir tout ça? Allô? Oui, je suis là, Maria. Oui, Voilà, je suis en train de sélectionner. On a reçu près de 150 questions. Donc, wow. 70 questions dans questions-réponses et d'autres questions en chat. Et c'est vrai que les collègues nous envoient des questions en privé. Donc, je mets ma vidéo. Mais moi, je n'arrive pas à ouvrir. Attendez. Oui, beaucoup de questions en privé. Donc, il y avait déjà des questions à propos de l'autotest. Donc, les collègues étaient assez inquiets, se demandaient si c'était fiable, le coût de l'autotest, est-ce que… Non, ça, on a déjà posé cette question. Mais j'aimerais bien qu'on donne la parole à des personnes qui ont levé la main. Oui, il y a Madame Dinet qui a levé la main. Voilà. Si elle Donc, est d'accord, on peut poser la question? Oui. Donnez la parole à Madame Binet. La parole. Ou Monsieur Binet, je ne sais pas. Oui? Ma première question, c'est que quand on n'entend pas bien. J'ai quelques questions. Ma première question, c'est quand on reçoit le vaccin de AstraZeneca et si on présente les effets secondaires cardiovasculaires, quels sont les symptômes qui doivent nous alerter qu'il y a un problème et aller pour signaler? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, vous avez dit qu'il y a des moyens thérapeutiques qui n'ont pas été explorés. Quel est l'avenir dans tout ça? Est-ce que vous faites quelque chose pour sensibiliser notre gouvernement pour aller dans cette direction-là? Et la troisième question, c'est que j'ai entendu que la vaccination favorise la mutation du virus. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Et si c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire pour maîtriser ce processus? Merci. Monsieur Comites, pourriez-vous reprendre cette question? Chers collègues, on ne pourra pas prendre tout le monde. Hein. On va, soit on réorganise encore une autre question, soit on envoie des questions à Monsieur Comites qui va nous répondre parce que ça va être compliqué. Vous voyez qu'il y a beaucoup. Hein. Il y a une seule précision, Maria, pour que les personnes puissent poser leurs questions. Merci de lever la main, comme ça on vous donne la parole.
Alors, les symptômes précurseurs d'un effet secondaire avec le vaccin AstraZeneca, ce sont des symptômes vasculaires. C'est-à-dire que vous développeriez éventuellement une phlébite. C'est quoi une phlébite? C'est une petite thrombose d'une veine, des jambes essentiellement, d'une veine superficielle. C'est-à-dire c'est un petit caillot qui se forme dans une veine et donc vous avez une douleur localisée, vous avez une inflammation localisée et la conséquence de ça, mais je ne l'attribue pas à l'AstraZeneca, hein, je vous explique simplement médicalement c'est quoi une thrombophlébite. Ça peut migrer, le petit caillot veineux peut se mobiliser et alors aller se bloquer dans les poumons, et c'est ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire, qui est bien sûr là une situation tout à fait grave et d'urgence. On peut aussi avoir des petites thromboses artérielles dans les artères, et donc ça c'est dans le système interne, et ces petits caillots sanguins artériels peuvent alors se mobiliser et aller entraîner ce qu'on appelle des thromboses cérébrales, donc au niveau du cerveau, et c'est ce que les Allemands ont décrit. Lorsqu'ils ont arrêté l'AstraZeneca, ils ont dit qu'ils avaient eu une dizaine de cas de thrombose cérébrale qui, pour l'instant, n'ont pas été documentés puisque l'Allemagne a repris sa vaccination. Donc voilà, donc ce sont vraiment les symptômes précurseurs d'un caillot vasculaire, mais vous allez le sentir essentiellement si vous avez des phlébites aux jambes. Alors, par rapport au traitement, oui, bien sûr, il n'y a pas des lobbies qui sont faits, mais par exemple, je reprends l'exemple des anticorps monoclonaux, donc qui sont une technologie très efficace pour les gens pour les empêcher de développer des formes graves. Mais ça, ce sont des décisions nationales et européennes, et je pense qu'il y a un sommet européen aujourd'hui ou demain, et je pense que la prise en charge doit être analysée, c'est-à-dire pourquoi n'achetons pas, nous, d'emblée, on achète des vaccins, pourquoi est-ce qu'on n'achète pas d'emblée des stocks d'anticorps monoclonaux qu'on pourrait pouvoir rendre accessibles aux gens dès qu'ils développent des formes de la COVID-19. Donc voilà, donc ça, moi, je n'ai pas... mais je pense qu'il faut absolument faire du lobby sur le traitement. Il faut absolument dire aux firmes pharmaceutiques que dans les années et les mois qui viennent, ils doivent trouver absolument un antiviral, un médicament propre, spécifique, qui détruirait le virus, comme on l'a trouvé partiellement pour le sida, et comme on l'a trouvé pour la tuberculose, etc. Et alors, dernière question, est-ce que le vaccin favorise les mutations? Alors ça, il y a un double discours là-dedans. C'est que le vaccin favorise peut-être les mutations, mais en fait, l'absence de vaccin favorise elle-même les mutations. Au plus le virus circule, au plus on lui laisse la possibilité de se multiplier. Et c'est quand il se multiplie beaucoup qu'il va se muter. Il se mute tout le temps. Et parfois, il y a des bonnes mutations pour nous, parfois il y a des mauvaises mutations, et c'est le variant britannique, etc. Et donc, si on laisse beaucoup circuler le virus dans le monde, il y aura beaucoup de mutations. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faudra un jour vacciner les enfants, les moins de 18 ans. Pourquoi? Parce que ces enfants, ils vont continuer à faire circuler le virus entre eux. Et tant que ce virus circule, il va muter. Et donc, il va muter maintenant, si on est tous vaccinés au-dessus de 18 ans, il va muter à partir d'une transmission d'enfants. Maintenant, les autres discours disent oui, mais attention, si on agresse trop le virus avec des vaccins, etc., donc si on lui met trop de barrières, il va réagir lui-même pour sa survie et il va se muter. Ben oui, c'est aussi une réalité, j'en suis désolé. Au plus on met des barrières au virus, au plus il va chercher des solutions pour sa survie, mais au plus on va rapidement dans la vaccination, au moins de temps on lui laisse à faire cette stratégie de survie. Donc c'est un peu compliqué, je n'ai pas de réponse, mais les deux favorisent en fait les mutations. L'absence de vaccination favorise les mutations et la vaccination favorise les mutations. Donc, à mon point de vue de santé publique, il faut aller très très vite dans la vaccination pour diminuer la circulation du virus. Mais c'est pour ça que la vaccination ne peut pas s'étaler sur 5 ans. Ça, c'est trop lent. La vaccination efficace, c'est celle qui va s'étaler sur 1 an maximum. Parce qu'il faut aller très vite pour que le virus n'ait pas l'occasion de muter. Merci. Et Dikras, tu peux passer d'autres questions parce que moi, je ne les vois pas. Ok, là j'ai une question sur la stratégie de vaccination en Belgique. Notre collègue demande si on regarde les chiffres et le nombre des personnes qui sont vaccinées actuellement et par rapport aussi à d'autres États membres de l'Union européenne, c'est très inquiétant. Si on avance à ce rythme, ça va prendre quand même des années pour vacciner les 60-80% de la population. Donc là, un commentaire et oui. donc
avoir un peu un éclaircissement sur ce sujet. Alors, je ne suis pas à la manœuvre. Vous n'êtes pas responsable, hein? Oui, mais c'est un diagnostic tout à fait juste et j'en suis désolé. 1 million de doses ou 1,2 million de doses, c'est tout à fait insuffisant. D'autant plus que la Belgique est un mauvais élève parce qu'en fait, on voit que les petits pays européens vont beaucoup plus vite que les grands pays. Et c'est tout à fait normal. Un petit pays a beaucoup plus facile à s'organiser qu'un grand pays. Donc, un petit pays comme la Belgique devrait être en avance par rapport à ses voisins qui sont beaucoup plus importants géographiquement. Enfin, bon, ça c'est un détail. Donc, mais par contre, je vais quand même être rassurant. On a un problème actuellement, on va avoir un problème pendant 3 semaines parce que AstraZeneca n'a pas rempli ses obligations en termes de doses, parce que Pfizer a un peu moins, on avait prévu un peu moins de doses de Pfizer actuellement. Donc, en fait, on va se retrouver dans une situation un peu compliquée entre mi-mars et mi-avril. Mais après, nos décideurs nous affirment que tous les stocks, toutes les commandes seront validées. Et donc, à partir de mi-avril, la vaccination devrait fortement accélérer en Belgique parce qu'en fait, on aura à la fois le Johnson & Johnson, l'AstraZeneca, le Pfizer et le Moderna. Donc, on aura vraiment, alors là, beaucoup plus de stocks. Et là, alors, j'espère que nos vaccinodromes ou nos centres de vaccination pourront être un peu plus efficaces. Et c'est d'ailleurs pour ça que si vous, maintenant, des personnes de plus de 65 ans qui reçoivent leur convocation, ils vont sur Internet et en fait, on leur propose que des dates à partir de mai. Ils reçoivent la convocation actuellement, mais ils ne peuvent prendre leur premier rendez-vous qu'à partir de mai parce qu'on a ce problème de commandes pendant un mois qui ne vont pas être assurées par les firmes. Ça, c'est une chose. Et puis parce que nos politiques, comme je vous l'ai expliqué, ne veulent pas accepter l'idée d'utiliser les vaccins qui sont en stock comme première dose. Et ça, c'est un gros problème. Merci. Encore une question? Oui, il y a une question qui revient souvent. On parle de vitamine D. Est-ce que c'est fiable? Alors non, c'est pas fiable contre la Covid-19, mais c'est Ça fiable. renforce. Oui, voilà, mais c'est fiable pour renforcer votre immunité. Oui, alors je vois que des mains, oui, mais sur 500 personnes qui m'écoutent, c'est normal que tout le monde n'est pas d'accord, hein. Donc, la vitamine D est un super, stimule votre immunité. En fait, en Belgique et en Europe, on est tous carencés, peut-être pas dans le sud de l'Europe, mais on est carencés en vitamine D parce qu'on n'a pas assez d'exposition au soleil, parce qu'on n'a pas assez de micronutriments particuliers, etc. Donc, c'est vrai qu'avoir un apport complémentaire en vitamine C, en vitamine D, pardon, mais aussi en vitamine B éventuellement et d'autres micronutriments, ça renforce votre immunité. Mais c'est la même chose pour l'exercice physique. Si vous faites un peu de jogging ou un peu d'activité physique chaque semaine, ça renforce aussi votre système immunitaire, ça j'en suis sûr, au même titre que, je sais pas moi, d'avoir un sommeil régulier, etc. Donc tout ça renforce votre organisme, votre physiologie de base et vous protège contre les micro-organismes. C'est-à-dire que vous allez beaucoup plus vite réagir et mieux réagir contre les micro-organismes et aussi contre la COVID-19. Donc, ce n'est pas du tout un médicament spécifique contre la COVID-19, mais en situation d'épidémie virale, avoir un bon système immunitaire est un sacré atout. Ok. Merci. Donc, en fait, si vous permettez encore, M. Kopitex, je trouve quand même que, vu votre rôle et votre, disons, visibilité, ce serait quand même bien de faire en sorte que vous relanciez un appel qu'il faut faire une campagne pour justement de prévention de la santé parce que c'est très important et on n'a pas assez bien fait. Et en même temps, aussi les informations sur les vaccins. On n'a pas assez d'informations sur les vaccins. On ne va pas se nourrir de toutes ces informations sur les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément toujours valables. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Encore des questions? Oui, si vous permettez, encore une question d'une collègue. Bon, là, c'était une question privée, donc je vais vous la lire. Donc, ce serait une collègue qui a déjà été contaminée par le Covid et donc qui aurait encore des anticorps. Donc, la question, c'est est-il nécessaire de recevoir les vaccins ou est-il possible d'attendre? Quand les personnes devraient-elles recevoir les vaccins et lequel? Et est-ce que ces personnes avec anticorps peuvent attraper des variants? Alors, c'est une question très, très judicieuse.
certains pays ont intégré la notion d'anticorps dans leur stratégie vaccinale. C'est-à-dire qu'ils ont dit, c'est le cas du Royaume-Uni, si vous avez fait la Covid-19, vous êtes conscient que vous l'avez fait avec des symptômes, dans les 6 derniers mois, vous ne devez pas vous faire vacciner. En tout cas, vous n'êtes pas prioritaire pour la vaccination parce que vous avez développé une immunité de base qui est tout à fait suffisante pour quelques mois. Est-ce que cette immunité de base est résistante aux variants? Oui. Votre immunité de base va en fait vous protéger contre les variants. Alors peut-être pas parfaitement, mais en tout cas, votre immunité va réagir contre les variants. Parce que les variants, c'est le même coronavirus. Sauf qu'il y a quelques petites modifications dans sa protéine, mais votre immunité, en fait, elle réagit contre l'ensemble de la structure du virus. Donc oui, vous serez protégé contre les variants, mais vous pourriez faire une forme clinique à minima quand même avec ces variants, donc une seconde infection. Le problème en Belgique, c'est qu'on n'a pas intégré l'immunité dans la stratégie vaccinale. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte si les gens ont fait la Covid-19 ou s'ils ne l'ont pas fait. On les invite tous parce qu'ils disent que l'immunité ne va pas durer dans le temps. Votre immunité que vous avez aujourd'hui, elle va diminuer naturellement. Les anticorps qu'on a développés, ce sont des anticorps qui ne persistent pas dans le temps. Ils vont diminuer après 4 mois, 5 mois, 6 mois, on ne sait pas très bien. Et donc, nos décideurs disent, voilà, 8 mois, 9 mois, merci, ok, merci. Mais quoi qu'il en soit, nos décideurs disent, oui, mais si vous ratez l'occasion vaccinale maintenant, vous serez renvoyé en bout de liste. Donc, si vous refusez aujourd'hui la vaccination, vous allez être renvoyé au bout de liste une fois que les 11,5 millions de personnes seront vaccinées. Et là, peut-être que votre immunité naturelle, le temps que ça se fasse, aura diminué. Et c'est pour ça que nos décideurs disent non, on ne peut pas se permettre ça, il faut vacciner tout le monde, et tant pis si on a une immunité naturelle. Maintenant, moi, personnellement, en termes de santé publique, je pense que c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a une urgence de vacciner les gens qui ne sont pas protégés. Et les gens qui ne sont pas protégés, c'est des gens qui n'ont pas fait la Covid-19, essentiellement, voilà, qui n'ont pas de cette immunité de base. Et j'ai l'impression qu'on perd notre temps en vaccinant des gens qui sont déjà immunisés. Et d'ailleurs, si vous êtes déjà immunisé, vous allez le sentir un tout petit peu à la vaccination. Parce que votre probabilité de faire une petite grippe dans 2 jours sera d'autant plus forte si vous avez déjà des anticorps. Voilà, il y a une collègue, Laurence, qui levait la main. Vous pouvez dire là? Alors, là, je vais voir tout de suite Laurence, parce qu'il y en a plusieurs qui ont levé la main. Bon. Là, attends, là, j'ai… Avant de passer là, parce que le temps course, le temps passe. Je peux donner la parole à Laurence. Oui, oui. Allez-y, vous avez l'autorisation d'être… Voilà. Bonjour, Monsieur Copiters, et merci à tous. Alors, en toute humilité, j'ai dû faire le Covid en octobre, 2 jours à 38,9. Je prends beaucoup de vitamine D, je prends du sélénium et du zinc. Et il y a un mois, j'ai fait une prise de sang, j'ai 92,8 d'immunité. Je voulais, en toute humilité, savoir si je pouvais aider. J'ai déjà demandé pour le plasma, ça ne va pas. Je trouve que ce serait bien qu'on puisse analyser mon sang, pourquoi il a si bien fonctionné. Je suis A+. Ma fille a fait le Covid 1 semaine avant, aussi 2 jours à 38,9, elle est asthmatique sévère. J'attends maintenant le résultat de son test sanguin pour voir son taux d'immunité à elle. Mais 92,8, encore presque 5 mois après. Voilà. Donc, si je pouvais aider, si vous vouliez me rencontrer, ce serait avec plaisir si je pouvais aider la communauté. Aider dans quel sens? À l'analyse de mon sang. Pourquoi je réagis si bien. Ah, d'accord, ok. Je ne suis pas scientifique. Oui, oui. J'ai l'impression que ça pourrait être facile comme ça. Okay. Mais peut-être que je me trompe. Mais en toute humilité, je préfère quand même le demander. Ça me rassurerait que de savoir que mon sang finalement n'a servi qu'à moi. Non, merci. Je pense qu'il va y avoir toute une série d'études qui vont être menées et on va contacter, j'imagine, toute une série de gens qui ont fait la Covid pour essayer de comprendre. Je vois ça au Québec. J'ai vu ça au Québec. Il y a un labo au Québec. Je les ai contactés, mais ils ne me répondent pas. Alors, si je peux, grâce à vous, je vous ai contacté par Facebook aussi. Ah, très Donc bien. voilà, Okay. je devais donner mon sang aujourd'hui. J'ai préféré ne pas le faire pour justement, voilà. Ok, merci. mais par contre, ce que vous racontez est très intéressant en termes d'immunité.
On voit très bien que les gens qui ont… Alors, les personnes qui ont été asymptomatiques, en fait, ils ont sans doute une moins bonne immunité. Mais ceux qui ont vraiment fait la petite grippe ou la grosse grippe pendant 2 à 3 jours ont une très bonne immunité. Et on avait vu ça aussi dans les maisons de repos, où on avait fait l'immunité entre la première et la deuxième vague, une petite étude qu'on avait fait. Et en fait, toutes les personnes âgées qui avaient développé la COVID-19 dans la première vague avaient gardé complètement leur immunité lors de la deuxième vague. Donc, dire que l'immunité n'est pas une stratégie de santé publique est fausse. Le problème, c'est que l'immunité collective n'est pas assez bonne pour baser essentiellement la stratégie là-dessus. Mais en tout cas, votre situation personnelle montre que vous avez une bonne protection. Et il faut bien se rendre compte aussi que… 9 piles par jour de vitamine D. Voilà, mais voilà, donc oui, donc il y a jamais de secret dans la vie, hein. C'est Voilà. toujours des facteurs complémentaires qui aident et qui sont protecteurs, et tant mieux. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que si vous avez fait la COVID-19 et que si on vous dose vos anticorps et que vous avez très peu d'anticorps, c'est pas pour ça que vous n'êtes pas protégé, c'est pas pour ça que vous n'avez pas d'immunité contre la COVID-19, parce que simplement en termes scientifiques, il y a deux manières d'avoir une immunité. Enfin, il n'y a pas deux manières. Notre corps réagit de deux manières. Il développe une immunité par des anticorps, et c'est les anticorps neutralisants qu'on mesure à la prise de sang, mais notre corps développe aussi une immunité, ce qu'on appelle cellulaire, c'est-à-dire des lymphocytes qui sont des cellules tueuses, qui vont pénétrer dans les cellules infectées et qui vont aller tuer le virus. Ce sont les CD4, les CD8, ce sont donc des lymphocytes particuliers, mais quoi qu'il en soit, ceux-là, on ne les mesure pas dans la prise de sang. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on mesure votre immunité, tant mieux si on l'identifie directement à travers les anticorps, mais sachez aussi que ceux qui ont fait la COVID-19 ont une mémoire immunitaire beaucoup plus large que simplement celle qu'on voit dans la prise de sang. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur Kopiters, nous avons arrivé presque à la fin, mais nous avons dépassé le temps et c'est fort apprécié. Il y a beaucoup de commentaires extraordinaires, d'appréciation, remerciements, d'appréciation. Nous aimerions vous remercier de tout nos cœurs, en fait, d'avoir accepté cette invitation. Vous avez bien vu que c'était extrêmement animé, bien qu'on n'a pas pu prendre toutes les questions. Peut-être un autre jour, si vous avez aimé notre public, on pourrait se rencontrer davantage. Certains vont certainement vous rejoindre à Facebook ou bien dans votre Twitter. Moi, je suis déjà votre suiveuse. C'est gentil. Et moi, je voudrais aussi vous remercier parce que c'est un débat que je n'ai pas d'habitude. Parce que généralement, on est devant des élèves, des jeunes, etc. Et ici, c'est un débat tout à fait différent et on le voit très bien en termes de préoccupation, en termes de public, etc. Et je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité-là. En tout cas, c'est un exercice que je n'avais pas encore fait. D'accord, merci beaucoup. C'était très bien fait avec des résultats extraordinaires. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de bravo. Et donc, moi, je suis vraiment heureuse d'avoir mené ce débat de la part, comment on dit, en behalf, donc au nom des syndicats, qui essayent d'aider, qui essayent d'informer, qui essayent de protéger. On fait ce qu'on peut et bien on va continuer, Si vous pouvez transmettre le message de notre part que nous aimerions avoir plus de clarté, plus de coordination et plus de campagnes qui sont parallèles à la vaccination et prendre soin des jeunes. Oui. Hein, de jeunes qui méritent une perspective. Vous voyez, la perspective, la vie sans perspective, c'est très dur pour tout le monde. Je vous souhaite un excellent… Merci beaucoup.